CNSS, donc bien sûr sous certaines conditions, etc. Donc je vais passer. Le contrat VRP, donc c'est le contrat, comme j'ai dit, voyageur représentant placier. Donc c'est un contrat dont le législateur avait précisé la définition et les conditions à l'article 79 du Code du travail. Et ce qui est disposé dans la loi est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation commerciale ou industrielle et qui intervient entre, d'une part, le voyageur représentant ou placier, quel que soit le titre qui lui est attribué, et d'autre part son employeur, qu'il soit industriel ou commerçant, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence. C'est-à-dire, même si on dit quelque chose de contraire dans le contrat, ou bien on reste silencieux, on revient à cette définition. D'accord? Ça, c'est une règle qu'on ne peut pas écarter, c'est ce qu'on appelle une règle d'ordre public. Bien sûr, tout cela, c'est lorsque cette personne qui s'appelle voyageur ou s'appelle représentant ou placier, qu'est-ce qu'elle fait? On va voir en quoi consiste son travail. Elle travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, c'est-à-dire on peut avoir un salarié qui travaille pour d'autres employeurs, sous ce cadre de contrat VRP, voyageur, représentant ou placier. Je pense à un cher ami avec qui j'ai parlé de ce sujet hier, c'est noté, donc c'est l'occasion. Donc, qui exerce effectivement sa profession de façon exclusive et continue, qui est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature de la représentation commerciale ou industrielle. C'est un contrat de travail pouvant être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Et là, on voit très bien qu'il est assimilé au contrat de travail normal. Bon, pour vous expliquer un peu les choses, c'est que le législateur avait prévu ce type de contrat pour les salariés qui ne sont pas forcément sédentaires dans les entreprises, mais qui sont généralement des personnes qui maîtrisent un métier, surtout en relation avec les clients, et qui sont un peu éparpillées, excusez-moi le terme, géographiquement, qui représentent les sociétés. Je sais par exemple, je m'y connais dans le commercial par exemple de l'électroménager, je peux être voyageur représentant placier pour plusieurs enseignes dans une région. Donc je peux avoir plusieurs employeurs à la fois. Donc, mais bon, on trouve que ce type de contrat est très rare au Maroc, donc on ne fait pas ça tout simplement je pense, par des soucis de cette volonté d'exclusivité de service du salarié. Donc, on n'est pas encore entré dans cet esprit-là. L'écrit est une condition de forme dans les contrats VRP. L'article 80 qui nous le dit, les contrats définis à l'article 79 ci-dessus, doivent être établis par écrit. Et enfin, on a oublié le contrat pour étrangers. Donc c'est aussi un type de contrat de travail. Il y a un modèle de contrat de travail pour les étrangers au Maroc, que je vais vous montrer d'ailleurs. J'en ai un modèle, donc je vais vous le passer. Alors l'article 516 qui parle de ce contrat, il faut bien sûr avoir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. C'est un visa à poser bien sûr sur ce type de contrat. C'est un contrat généralement qui est déterminé dans sa durée et qui doit être renouvelé périodiquement. Le contrat du travail réservé, enfin ce contrat du travail, ou le contrat du travail réservé aux étrangers, doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Le modèle gelé, je vais vous le passer pour que vous puissiez le voir. Ensuite, nous avons le contrat de sous-entreprise. Donc vous allez me dire, le contrat de sous-entreprise, on parle de sous-traitance là, donc ce n'est pas un contrat de travail. Il n'y a pas de lien de subordination. Je vais vous répondre et vous dire que oui, effectivement, mais dans un certain nombre de cas, on trouve que il y a l'entrepreneur principal, initial, qui donne bien sûr une partie de travaux à un entrepreneur accessoire, donc, pour faire une partie des travaux qu'il doit faire. D'accord? Donc cet entrepreneur principal, il se trouve dans certaines conditions obligé vis-à-vis des salariés du deuxième entrepreneur, du sous-entrepreneur, ce qu'on veut dire. Donc, le sous-entrepreneur. Donc l'entrepreneur principal se trouve engagé à l'égard des salariés du sous-entrepreneur.
Quand est-ce qu'on a cette obligation? Quand ce sous-entrepreneur n'a pas, on va dire, n'a pas de registre de commerce, n'est pas établi, je dirais, en tant que société structurée, ou bien dans le cas, excusez-moi, bien sûr c'est un contrat qui est établi par écrit. Voilà, ça c'est la définition par laquelle un entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l'exécution d'un certain travail ou de la prestation de certains services. Il est parfois assimilé au contrat de travail, c'est ce que je viens de dire. Alors si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit dans le registre de commerce, au registre de commerce et n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, l'entrepreneur principal est tenu de veiller à l'observation des dispositions du livre 2 qui concerne bien sûr les droits des salariés du Code du travail. Aussi en cas d'insolvabilité avec sous-entrepreneur, donc il ne peut pas payer ses salaires, etc. Et qui n'est pas inscrit au registre de commerce, son affilié à la CNSS, l'entrepreneur principal est tenu à concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des salariés travaillant pour le compte de ce dernier d'honorer ses engagements. C'est-à-dire qu'il va s'abstenir de payer le sous-entrepreneur sur ce qu'il a été convenu comme prix, mais il va payer directement les employés du sous-entrepreneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce point est clair? Alors, il procède au paiement des salariés sous réserve des dispositions d'argent. On ne va pas entrer dans le détail. L'indemnité de congé, etc. etc. Donc, l'essentiel, c'est qu'il va payer à sa place. Aussi, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, dans les cas visés par l'article 89, on va voir, les salariés lésés et la Caisse nationale de sécurité sociale ont le droit d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour... Bonsoir, je vous remercie d'être venu. Je me présente, Robert Ruiz, je suis le délégué de la Chambre de commerce française à Marrakech. Aujourd'hui, nous avons une réunion sur le droit du travail et nous invitons les chefs d'entreprise adhérentes à notre chambre à venir s'informer sur les dispositions du droit du travail avec Maître Roulami qui aujourd'hui nous assiste à cette conférence. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous laisse. Merci. Au revoir.